Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Ce n'est un secret pour personne que les politiciens occidentaux, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ont tous délibérément occulté la nuisance mortifère du régime algérien sur l'avenir de l'Algérie, sur sa stabilité, sur les risques d'effondrement, voire d'explosion généralisée. À Dieu ne plaise, Baïd Char. Et, comme de bien entendu, ces mêmes politiciens, quand ils sont en aparté entre eux, vous répondent qu'ils ne sont pas en charge de l'Algérie, mais de leur propre pays, qui n'ont pas d'état d'âme, ni un problème de conscience, et que eux ne sont tenus d'agir que dans le sens de leur intérêt national. L'Algérie, ça ne les regarde pas, ce n'est pas leur problème. La fameuse raison d'État. Et là, en l'occurrence, et plutôt que de raison d'État, c'est plutôt d'aveuglement qu'il faut parler, en vérité. Ou pire encore, c'est ce qui se cache derrière ce bien commode prétexte, ces tractations inavoués, ces financements de campagnes électorales, ces gros contrats concédés aux clientèles, aux proches des uns et des autres, ces discrètes et non moins épaisses enveloppes et virements personnels et autres privilèges et connivences dont le régime algérien a le secret pour mettre les consciences en mode veilleuse. Oui, c'est d'aveuglement qu'il est question, parce que ces politiciens de tout poil, dont certains se trouvent au plus haut sommet de leurs États respectifs, ont négligé un aspect de la situation qui risque de devenir un gros, très gros problème pour leur pays, pour l'Europe tout entière et tout particulièrement pour la France. Ils n'ont pas évalué à sa juste mesure le risque de raz-de-marée migratoire si la situation se dégrade en Algérie, à Dieu ne plaise. Et si cette catastrophe survient, ce que personne ne souhaite, ce ne seront pas les centaines de milliers de Syriens qui vont se réfugier en Europe, mais des millions. L'Algérie est aux portes de l'Europe. Et les Algériens qui y vivent déjà, en grand nombre, n'accepteront pas que leur famille soit livrée à des despotes décidés à tout pour se maintenir si la situation dégénère, comme ils n'accepteront pas que l'Europe leur ferme ses portes en cas de besoin. En plus, que si une telle tragédie se produit, l'Europe, cette Europe qui a profité sans vergogne de la manne pétrolière algérienne et qui a couvert les prédations à peine imaginables des dirigeants algériens, ne pourra pas s'en laver les mains, puisque sa responsabilité est très grande dans la couverture du régime algérien, dans le blanchiment des fortunes colossales que ces barons ont subtilisées au peuple algérien. Le cas libyen est là encore dans tous les esprits qui nous rappellent la connivence très trouble que certains de ces politiciens ont entretenue avec le régime qui a précipité le pays dans le gouffre. C'est le cas pour l'Algérie. Le régime a su s'acheter les soutiens qu'il lui fallait, de 1001 manières. Il est capital que ceci soit très clair. Sans le soutien de certains pays aux Occidentaux, au régime algérien, à la mafiocratie algérienne, celui-ci aurait été déjà balayé. Les Occidentaux l'ont porté à bout de bras, jusqu'à imposer à l'armée algérienne un 4e mandat pour un président totalement déconnecté de toute réalité. Un président dont ils savent qu'il est devenu une façade institutionnelle pour une mafia qui dispose d'une administration, de partis politiques, d'institutions, de tout ce qu'on veut. Ce même président dont ils nous disent qu'il est parfaitement en état de diriger le pays, au vu et au su de tout le monde, qui est très malade et dont ils viennent nous dire qu'il se porte très bien.
Un régime qui, fort de cette caution, a utilisé de façon criminelle les richesses du pays. Il a dilapidé de la façon la plus irresponsable qui soit 800 milliards de dollars en 15 années pour acheter la paix sociale, pour corrompre des couches entières de la société algérienne, pour en faire des alliés naturels, dans le même temps qu'il remplissait les poches, les siennes, celles de ses clientèles et de ses copains coquins de l'autre côté de la Méditerranée. Jamais ce régime n'aurait pu tenir, et encore moins se maintenir, sans la complicité très active de politiciens occidentaux. Une complicité que les opinions publiques occidentales n'imaginent même pas. Quand elles la découvriront dans toute son ampleur, dans toute sa triste réalité, ce qui ne saurait tarder, elles tomberont de très haut. Surtout si elles se réveilleront avec un gros problème de nouveaux réfugiés. Ces réfugiés qui sont aux portes de l'Europe, d'une Europe qui sera massivement comptable du désastre annoncé. Et justement, à propos d'opinion publique, si nous pouvons comprendre, à la limite, que les politiciens occidentaux se soient prêtés à la dévastation de l'Algérie par une mafiocratie qui a fait main basse sur le pays, sur ses richesses, pour cette sempiternelle raison d'État qui nous rabâche sans désemparer. On comprend moins bien, par contre, pourquoi la presse occidentale a observé pendant si longtemps un tel silence. Elle s'était déjà tue durant toute la décennie rouge contre le régime massacré à huis clos 1/4 million d'Algériens, au motif qu'il ne fallait pas mettre dans la gêne des généraux qui faisaient barrage au terrorisme. Une autre bien commode allégation pour cacher des raisons autrement moins avouables quand on connaît la générosité du régime algérien et de sa manne publicitaire, y compris en Europe. Une carotte dont il a le secret. Mais là, dans cet hallucinant dévoiement, ce fourvoiement criminel de tout un pays, de tout un peuple, de son avenir, de l'incroyable dilapidation de ses richesses, la presse occidentale est restée totalement silencieuse. Totalement silencieuse. Si l'on accepte quelques rares francs-tireurs qui ont été marginalisés. Pourtant, cette tragédie algérienne qui se tissait jour après jour, des années durant, avait de quoi interpeller. Or, aujourd'hui, curieusement, c'est comme une débâcle après le printemps. Les unes des journaux se lâchent, des dossiers entiers sont concoctés, ici et là, par les presses occidentales. Les journalistes de ces pays semblent se réveiller, découvrir que l'Algérie est en train de devenir une menace pour l'Europe tout entière. De tous ces articles qui tirent la sonnette d'alarme, aucun ne signale le danger mortel que courent les Algériens eux-mêmes. Tous, et c'est légitime quelque part, évoquent et n'évoquent que le péril que ce pays fera courir à leur pays respectif. La question qui se pose est pourquoi maintenant ? Pourquoi en même temps et pourquoi plusieurs médias traitent-ils tous de la même question sous le même angle de la sonnette d'alarme ? Qu'est-ce qui les a incités à le faire ? Quel est donc cet élément nouveau qui a fait que la presse occidentale se réveille en même temps de façon aussi alarmante ? C'est ce que nous allons demander à nos invités. Aujourd'hui, L'Express. Pétrole, quand l'Algérie danse sur un volcan. Par Béatrice Mathieu. Le Figaro. Pourquoi l'Algérie fait peur à l'Europe ? RFI. Revue de presse française à la une, l'Algérie bombe à retardement. Par Frédéric Couteau. Aujourd'hui avec nous, Gilles Devers, avocat en droit international, Lyon, France. Anwar Haddam, président du MLJS, Washington. Ahsen Moussi, économiste et président de la MMC Canada. MMC, c'est l'Association de la mouvance migratoire au Canada.
Je crois que nous n'arrivons pas à joindre Gilles Devers. Alors, nous allons donc recevoir Anwar Heddam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en Skype. Salam alaikum Azraf Laoun. Alaykoum salam, ahlan bik. Alors, Anwar Heddam, qu'est-ce que c'est que cette histoire de presse occidentale qui, d'un coup, se met à concocter des dossiers entiers, comme le Figaro par exemple, comme l'Express, comme d'autres journaux en Allemagne et en Espagne, qui tirent la sonnette d'alarme, qui avertissent que l'Algérie est vraiment à la croisée des chemins, que des tragédies peuvent survenir du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Pourquoi tous en même temps? Ça, justement, c'est une très bonne question. Merci pour cette émission. Merci. Parce qu'on voit que le pouvoir en place en Algérie, surtout depuis le 3e mandat de Bouteflika, ne fait que créer des manœuvres après manœuvres afin de perdurer en place sans pour autant trouver une solution à la crise algérienne et uniquement pour se perdurer au pouvoir. On a vu, il a passé tant d'années sur la question de la Constitution. Et après cela, on voit bien qu'il n'y a rien eu dans cette Constitution, qui n'a pas été même pas ratifiée jusqu'à maintenant par le président de la République. Et on voit aussi, il y a ces questions qui sont vraiment... Et donc, dans toute cette attente, et dans toutes ces manœuvres, parmi toutes ces manœuvres, en conclusion, les partenaires de l'Algérie, bien sûr qu'ils sont inquiets. Après toute cette connivence, ce silence complice qui perdure depuis 2 décennies, il ne faut pas oublier que le peuple algérien voulait s'affranchir, voulait avoir vraiment un État démocratique, un État représentatif du peuple dans sa diversité. Il a eu son propre Arab Spring, son propre printemps arabe ou printemps démocratique. Et il y a eu la contre-révolution, il y a eu le coup d'État militaire contre le choix du peuple, avec le silence complice de nos partenaires étrangers. Et malgré tout ça, et après tout, et toute cette, comment ils ont géré ce coup d'État, et avec toutes les violations flagrantes des droits de l'homme, avec tous ces massacres qui sont restés impunis, tous ces crimes, tous ces terrorismes qui a été impuni et qui a été concocté, qui a été, en conclusion, ils ont créé ce soi-disant réconciliation nationale qui ne fait que pour constitutionnaliser l'impunité. Malgré tout ça, ça ne marche pas, ça bloque. Et effectivement, pour rester sur notre sujet du jour, comment expliquez-vous que la presse de ces pays sorte en même temps des dossiers sur l'Algérie pour tirer la sonnette d'alarme? C'est ça que je ne comprends pas, qu'ils se soient tus. J'arrive à ça. Je vous en prie. Parce que ça, la question ne commence pas d'aujourd'hui ou d'hier. C'est ça, c'est cette politique de complicité qui se retourne contre nos partenaires, justement. C'est pour ça que maintenant, ils n'arrivent plus à être silencieux. On voit bien que les chancelleries commencent à bouger et aussi la presse, parce que la presse occidentale, elle connaît bien ce qui se passe dans les chancelleries. Ce n'est pas comme la nôtre. Donc, ils savent bien qu'il y a un grand malaise, il y a un grand problème. Il y a le problème économique, il y a le problème de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent à parler de ces sujets. Mais là, évidemment, notre position, elle est peut-être différente. J'aimerais bien qu'on s'exprime sur ça parce que nous pensons que le problème algérien est un problème algérien qui doit être réglé entre les Algériens. Nous étions contre, dans les années 90, lorsqu'ils ont fait appel, lorsque certaine presse a été de sonner les sonnettes d'alarme contre un soi-disant extrémisme au pouvoir
et les islamistes venant au pouvoir, donc ils avaient peur d'un certain exode, d'une certaine... mais il n'y a rien eu, alhamdoulilah. Donc, et aujourd'hui aussi, pour d'autres raisons, ils font une sonnette d'alarme. Ça, nous sommes contre ça, mais le problème existe. Il y a deux ou trois problèmes essentiels qu'il faut peut-être parler durant cette émission, qui sont très importants. Il y a la question de l'énergétique, et il y a la question de la sécurité nationale et la question du terrorisme, qui est vraiment un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par la question énergétique? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut comprendre que notre région, notre sous-région nord-africaine, elle est très riche, particulièrement le Sahara. Le Sahara de l'Afrique du Nord, en général, est très riche en minerais, très riche en hydrocarbures, etc. Évidemment, c'est vrai que, puisque je suis à Washington, je peux parler de la politique énergétique de l'administration Obama. Il a réussi en quelques années de rendre les États-Unis une puissance, la première puissance énergétique, le premier pays producteur du pétrole en espace de 4, 5, 6 ans. Bien sûr, ça ne veut pas dire que faut pas oublier que les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale, en dehors des hydrocarbures. Et en plus de ça, ils ont réussi à devenir une puissance économique. Et ça a touché. Pourquoi il n'était pas déjà, Nour Haddam, il n'était pas déjà une puissance pétrolière non, c'est le premier à la pays tête de... producteur. Ils sont devenus le premier pays producteur du pétrole. Mais ce n'était pas déjà le cas? Il n'était pas le premier pays producteur? Non, ils avaient des réserves. D'accord. Et c'est ça seulement le deal qu'il y a eu depuis des décennies entre l'administration américaine et l'Arabie saoudite, exactement. Nous, les Saoudiens, ils disaient qu'on vous donne du pétrole, on vous sécure le pétrole à des prix raisonnables et vous nous protégez. Cette deal a été brisée par cette politique Obama pour avoir une indépendance énergétique. C'est ça le problème qu'il y avait aux États-Unis. Il ne faut pas oublier, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé dans les années 70 avec le pétrole. Donc, malgré ça, donc je disais, malgré qu'ils sont devenus, ils savent bien qu'ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Donc, ils ont besoin de nouvelles ressources. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que tous les yeux sont tournés vers cette partie du monde, vers le Sahara de l'Afrique du Nord. Ils vont sécuriser cette partie, justement. Et à mon avis, je donne ça juste comme... après, on pourra discuter les détails si vous voulez. D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça parce qu'il y a une théorie qui circule, une théorie du chaos en quelque sorte, que certaines puissances occidentales se pareraient, à Dieu ne plaise, que si ça tourne mal, ils essaieraient d'isoler le Sahara utile du Nord inutile. Exactement. Pour pouvoir continuer à en profiter. Mais je reviendrai à vous dans un moment. J'accueille à présent Ahsen Moussi, que nous recevons pour la première fois dans le top 3. Ahsen Moussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô, bonjour, oui. Azul Flaoun, salam alaikum, kulkum. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, merci. Alors, dites-nous un peu, pourquoi aujourd'hui, selon la presse occidentale, pour la première fois depuis tellement longtemps, l'Europe se découvre-t-elle cette frilosité, cette peur, cette inquiétude pour l'Algérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup, ces dossiers complets, jusqu'à 4-5 articles par journal qui sortent dans la presse étrangère sur l'Algérie, sur la menace, sur les périls qu'elle pourrait représenter si ça dégénère? Ok. Encore une fois, Zulflaoun, bonjour à tous. Bonjour. Vous savez, Jamal, nous sommes actuellement, comme dit l'autre, à l'ère, je dirais, à l'ère des grands ensembles et des grandes stratégies internationales. L'Europe, c'est ce qu'elle fait. Elle a su profiter, comme dit l'autre, elle a su profiter de toutes ces largesses de la part du pouvoir, notamment algérien, de tous ces cadeaux ô combien brillants
au moment où notre pétrole se vendait à 150 dollars le baril, au moment où nos caisses étaient pleines. Ils ont su profiter à ce moment-là. On était beau, on était bien, ça marchait bien, on nous caressait comme il se doit. Mais là aujourd'hui, ça sent de la mer, là. On ne peut plus. C'est la raison pour laquelle ces Européens commencent donc à revoir un petit peu toutes ces stratégies-là. Peut-être avant de répondre un peu à votre question, j'aimerais faire une rétrospective de ce que c'est que l'immigration, comment qu'elle est vue par l'Europe. Je ne sais pas si vous me permettez là. Je vous en prie, oui, je vous en prie. Okay. Vous savez, l'Europe, elle est confrontée ces dernières années à un flot d'immigrants qui arrivent de partout. Ça, c'est une donne qu'on ne peut pas nier. Si on s'amuse à les classer, ils sont de trois types. Vous avez donc tous ces immigrants qui viennent demander l'asile. Vous avez les immigrants légaux et les migrants illégaux. Donc il y a trois types. Les réfugiés viennent majoritairement jusque-là de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Les immigrants légaux proviennent à 60% des pays européens non membres de l'Union, comme l'Albanie, la Russie, je dirais même peut-être l'Ukraine, et africains aussi à 25%. Et les migrants illégaux, ceux qui en sont donc ces réfugiés, ceux qui ne sont ni des réfugiés ni des immigrants légaux, au sens de la loi, qui sont donc au moins 400 000 par année qui arrivent en Europe. Les harragas, les fameux harragas. Voilà, harragas, ce qu'on appelle des harragas. Ouais. Et selon les spécialistes européens, si la tendance se maintient, l'Europe va recevoir plus de 1 600 000 réfugiés rien qu'en 2016. Et ce, en plus des immigrants légaux. Ouais. Vous savez bien que l'Europe compte 515 millions d'habitants. Les migrants, tout type confondus, ne représentent en fait que 8% de cette population. En fait, ce n'est pas le nombre de ces migrants qui inquiètent les Européens. Ces réactions anti-immigration sont dues au chômage qui demeure élevé en Europe, en particulier chez les jeunes. Or, les migrants sont majoritairement des jeunes. Donc les migrants font peur un petit peu aux Européens, surtout qu'ils ont tendance à se regrouper en mêmes endroits, d'où cette illusion du nombre important. Les migrants sont souvent disposés à travailler pour, si vous voulez, pour des bas salaires et dans des conditions souvent en deçà des normes. C'est tout cela que le reprochent les travailleurs européens. Il y a aussi cette culture politique et religieuse de ces réfugiés qui ne s'accommodent pas avec celle des Européens, ajoutée naturellement, vous savez, à la peur du terrorisme. Donc, vous savez aussi que l'accroissement du chômage en Europe est amplifié par ce phénomène d'immigration. Donc, si je reviens un peu à la relation avec l'Algérie et l'Europe et la France, nous savons d'abord tous que l'Algérie, l'Algérie ne produit rien en dehors de ce qui lui tombe du ciel ou de ce qui remonte de son sous-terre. Ce pétrole, bien sûr, ce pétrole qui fait aujourd'hui le malheur de toute une population. Qu'en veuille ou non, la France est le deuxième partenaire de l'Algérie, avec 12% de la part du marché derrière la Chine. Elle se positionne comme premier investisseur en Algérie. Il y a aujourd'hui 450 entreprises à peu près françaises en Algérie qui emploient quelque chose comme 50 000 salariés. L'Algérie, jusqu'en 2014, elle reste un marché porteur pour les entreprises françaises, notamment dans l'extension des aéroports, la construction de barrages, etc. Mais aujourd'hui, Jamal, pour répondre à votre question, aujourd'hui, avec cette chute de pétrole et cette crise politique en Algérie, moi j'estime que ce je t'aime moi non plus entre l'Algérie et la France est dépassé. L'heure est à la crise, l'heure est au rejet de l'un par l'autre, l'heure est à la réflexion. Fini le temps où la France et l'Algérie se déroulaient l'un pour l'autre le tapis rouge. La France a suffisamment profité, excusez-moi de vous interrompre, Hassan Moussi. Pourquoi l'État français n'adopte-t-il pas une attitude beaucoup plus, beaucoup plus noble, beaucoup plus normale? Ça veut dire de tout faire pour ne pas reconnaître, de ne pas soutenir surtout un régime mafiocrate. Je vous rappelle que la plupart des barons algériens, et c'est par là qu'ils les tiennent d'ailleurs,
que la plupart des barons algériens, les plus importants, les plus puissants, blanchissent leur argent en France. C'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît. Que la plupart des anciens barons et des barons actuels du régime résident en France. Je vous donne un exemple. Nous avons un chiffre. Il y a à peu près 500 anciens ministres. L'Algérie a eu à peu près 700 ministres. 500 anciens ministres résident en ce moment en France avec leur famille. 500. Il y a environ 1200 à 1300 cadres supérieurs et hauts fonctionnaires de tout rang, y compris des colonels, des généraux, qui résident en France où ils disposent, pas tous, hein, il y a beaucoup de gens honnêtes qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix, des circonstances particulières, mais la plupart disposent de résidences relativement somptueuses, avec des moyens de vie relativement très élevés. C'est vous dire que pourquoi la France n'adopte-t-elle pas une démarche qui puisse permettre au peuple algérien de prendre son destin en main, d'élire des gens qui le représentent vraiment et permettre aux deux peuples, français et algériens, d'entrer dans une ère nouvelle de vraie coopération, d'intérêts mutuels bien compris. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de soutenir à bout portant, Allô. vous m'entendez, j'en perds mes mots. Pourquoi l'État français est-il en train de soutenir des mafiocrates? Nous l'avons perdu. J'espère qu'il a entendu ma question, ma très très longue question. Nous allons essayer de le retrouver, de le joindre de nouveau. Je reviens à Anwar Haddam. Nous n'arrivons pas à joindre Gilles Devers, malheureusement, mais nous essayons toujours. Je reviens à vous, Anwar Haddam. Oui, oui. Et je vous pose la question que je posais à Hassan Moussi. Donc, j'aimerais que vous y répondiez. C'est ça, justement, c'est ça ce que je faisais allusion. Parce que, oui, effectivement, vu la géographie de l'Algérie, s'il y a une explosion interne en Algérie, évidemment, l'Algérie deviendra une passerelle d'immigration africaine vers l'Europe, vers la France, etc. Mais moi, je voulais, comme vous l'avez dit, aller au fond du problème. C'est ça le fond du problème. Et ça parce que, vu ma position dans les années 90, où j'étais représentatif des élus du peuple algérien, j'ai eu affaire à toutes ces chancelleries européennes, leur expliquant qu'il y allait de l'intérêt des deux rives de la Méditerranée pour qu'il y ait un véritable système politique représentatif des peuples de la région, pour qu'il y ait une véritable coopération économique et tourner la page de la période coloniale et post-coloniale et rentrer une nouvelle phase. Mais malheureusement, les gens ne voyaient pas de cette manière. Ils avaient peur d'une politique indépendante, surtout de l'Algérie, vu le poids de l'Algérie. Et maintenant, évidemment, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème, c'est que bien qu'ils ont soutenu des contre-révolutionnaires, ils ont soutenu, enfin, ces régimes, ces chancelleries européennes et françaises en premier lieu, ils ont soutenu les putschistes en Algérie et tout ce qui a induit toutes ces politiques, mais ils n'ont pas calculé vraiment l'ampleur du désastre qu'il allait se passer, parce que dès qu'il y a une dictature, il y a de la corruption. Dès qu'il y a corruption, il y a un malaise social et ainsi il y aura une révolte. Mais Anwar Haddam, excusez-moi de vous interrompre. À la limite qu'ils disent, bon, nous, c'est la raison d'État, nous, on est en train de travailler pour l'intérêt du peuple français, du peuple allemand, du peuple espagnol. On comprend à la limite. Mais il faut être vraiment aveugle pour ne pas comprendre qu'avec un tel régime, ça va être le mur. Et si c'est le mur, ça va être une explosion. Et s'il y a une explosion, qui dit que ça ne va pas être comme la Syrie, avec des millions de réfugiés qui vont se jeter sur les routes qui mènent vers l'Europe, les routes de l'exil. Donc ces gens sont aveuglés. Ça veut dire que finalement leur raison d'État, c'est une raison d'État à courte vue. Actuellement, pour être franc, pour être honnête, disons qu'il se pourrait effectivement qu'ils se sont trompés d'analyse. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, et c'est ça le problème européen particulièrement, il ne faut pas oublier, avant les guerres coloniales, avant la colonisation, il y a eu toujours des gens qui sont venus dans nos pays et ils ont donné de faux rapports sur la situation dans nos pays,
Comme par exemple chez nous, ils ont dit c'est un pays vierge, il n'y a rien. Et donc, il est demandé aux Européens, aux Français, etc., de venir coloniser ces pays-là. C'est la même chose qui se passe maintenant. Eux, ils ont dit que, par exemple, pour notre cas en Algérie, parce que moi, j'ai eu affaire, hein, peut-être je vais écrire un livre sur ce sujet-là, parce que j'ai eu des discussions sérieuses avec tous les décideurs en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et ici, évidemment, aux États-Unis. C'est sur ces sujets-là. Ils pensaient que ce qui s'est passé en 92, c'était effectivement une minorité d'extrémistes islamistes. Ils ont manipulé les élections et ils ont pris le pouvoir. Ils voulaient prendre le pouvoir par le biais des élections truquées, etc. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait un soutien populaire. Donc ils pensaient que le soutien populaire était avec les anti-islamistes. C'est pour ça qu'ils ont soutenu le coup d'État. Il s'est avéré, ça leur a pris du temps. Malheureusement, maintenant, ils se rendent compte effectivement, je suis toujours en communication avec ces gens-là, ils se sont rendus compte effectivement que c'était une mafia. Purement, mais ils continuent d'avoir des relations privilégiées avec cette mafia. Mais restez avec nous, Anwar Addam. Oui. Nous venons de retrouver Hassan Moussi. Hassan Moussi, je vous demandais, je vais résumer un peu l'action que je vous ai posée, pourquoi cette courte vue des Occidentaux qui n'ont pas été capables d'évaluer la situation et de ne pas savoir que si ça tourne mal, c'est sur leur terre, dans leur pays, que l'exode va se faire. Vous m'entendez, oui, on vous entend très bien. Ok. Oui, comme vous l'avez dit dans votre introduction et comme je suis en train d'entendre notre ami Adam le dire, eux, ce qui les intéresse, c'est toutes ces largesses du pouvoir. Ce qui les intéressait, c'est au moment où tout allait bien en Algérie, toutes ces caresses, comme je disais tout à l'heure, au moment où le pétrole se vendait à $150 le baril, c'était ça. Eux, ce qui les intéressait, c'est du donnant-donnant, même je dirais, je donne rien, mais vous me donnez. Là, c'était ça, on vous appuie, on vous laisse à la présidence, on vous reconduit au deuxième, au troisième, au quatrième, même s'il faut au cinquième mandat. Mais laissez juste vos robinets couler pour nous, là. Laissez-nous prendre, laissez-nous consommer. L'Europe ou la France, je dirais, n'a pas intérêt à laisser un démocrate se placer à la tête de ces pays-là. Ils ont besoin de gens qui se courbent, qui disent oui, Madame la Marquise, tout va bien, prenez, on est là pour vous. C'est ce qui a fait qu'avec tous ces gens-là, tous ces ministres-là, tous ces gars-là qui se sont fait, qui se sont enrichis aussi bien en Algérie qu'en France, non, je parle des Algériens, ça fait l'affaire de la France. Mais aujourd'hui, comme je disais, fini le temps où la France et l'Algérie se déroulaient, je disais, le tapis l'un pour l'autre. La France a suffisamment profité, c'est la France qui a suffisamment profité des largesses du gouvernement algérien. C'est la France qui a le plus gagné au moment où notre pétrole se vendait à $150 le baril. Quand bien même il y avait des échanges entre la France et l'Algérie, car il y avait quelque chose comme 10 milliards d'échanges en 2014, un petit peu plus en 2015. Mais aujourd'hui, la France et ses partenaires européens sont en train de réfléchir à une autre stratégie avec l'Algérie. L'Algérie n'a plus les moyens de poursuivre sa politique économique avec la France, avec l'Espagne, avec l'Italie. Elle aura même des difficultés, la France, l'Europe est consciente, l'Algérie aura même des difficultés à assumer ses responsabilités locaux, même vis-à-vis de ses propres concitoyens. Un pays riche rempli de pauvres, Jamal, un pays qui dispose de plus de 180 tonnes d'or, d'une réserve de plus de $200 milliards et dont les placements rapportés plus de $4 milliards an, se retrouve aujourd'hui parmi les plus pauvres de la planète, du monde. Et nous savons malheureusement tous, en fait, qui a capté cette richesse. Elle est partie où, cette richesse? Dans les poches de qui? Nous le savons, je connais la richesse de ce pays-là. Malheureusement, ce pétrole n'a pas fait le bonheur du pays. Il s'était en fait transformé en poison national. Il a fait de l'Algérie un pays virulente et un peuple maladif au bord de la crise de nerfs. L'Europe est consciente de ça. Oui, mais consciente. Hassan Moussi, moi, ce que j'aimerais comprendre, et les téléspectateurs aussi,
c'est que pourquoi cette soudaine sortie de la presse occidentale, pourquoi ils montent tous en même temps au créneau dans plusieurs pays qui ont concocté des dossiers de presse sur l'inquiétude des Européens à l'endroit de l'Algérie. Pourquoi maintenant? Pourquoi en même temps? Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que leur service de renseignement leur en fait part en même temps de risques éventuels? Est-ce que pourquoi maintenant et pourquoi tous en même temps? Et ça, ce n'est que le signe qui annonce qu'ils vont aller vers plus de révélations, plus de traitement de l'information algérienne. Effectivement, parce qu'ils, encore une fois, ils savent qu'il y a ruine à la demeure, ils savent qu'il y a problème, qu'il y a panique quelque part au sommet de la hiérarchie chez nous. L'Europe est consciente qu'il y a une crise politique en Algérie, on prépare qu'une nouvelle crise se prépare. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais il y a une crise. Aujourd'hui, l'Europe est consciente que sur le plan économique, l'Algérie est KO. L'Europe est consciente que l'Algérie n'arrivera plus à honorer ses contrats. Tous ces pays que l'Europe a en Algérie ou qu'elle s'apprêter à signer avec l'Algérie, elle se dit que ce n'est pas possible, on ne va pas être honoré. Donc, il y a réflexion à faire. Il n'y a plus d'intérêt avec l'Algérie. L'Europe, maintenant, c'est pertinemment qu'il n'y a pas d'intérêt avec cette Algérie-là. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de voir quelle serait l'option la meilleure pour en profiter encore davantage. Ils ne s'inquiéteront pas pour nous, ils ne veulent pas voir quelqu'un de meilleur à la tête de ce pays-là. Ils souhaiteraient continuer à tourner avec ces gens qui leur mettaient tout sur le panier, qui leur donnaient tout, qui leur servaient. Ce sont ceux-là qui les intéressaient. Hassan Moussi, il paraît, on entend dire que parmi les indices qui ont alarmé la presse qui est en train de traiter de ce genre d'affaires, de situations, il paraît que les acquisitions immobilières d'Algériens en Espagne ont été un indice très sérieux, justement, parce qu'au début, on pensait que les Algériens aisés s'achetaient des résidences secondaires pour passer des vacances, mais ils se sont rendus compte que il paraît que ça approche entre 40 et 50 000 acquisitions. Quand on dit 40 ou 50 000 acquisitions, ça veut dire comme c'est des logements, des villas, des maisons, ce sont 40 ou 50 000 familles qui préparent des bases arrières de repli pour s'en aller. Et c'est ça qui aurait contribué à alerter justement la presse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces acquisitions en Espagne de biens immobiliers? C'est l'une quand même, effectivement, c'est l'un des éléments importants comme réponse à cette levée de bouclier de la France, de l'Europe, je dirais. Effectivement, parce que là, il y a ce cas-là, et puis de peur aussi de cette ruée vers, je dirais moi, l'horreur, parce que ce n'est pas vers l'or, de toute cette jeunesse algérienne affolée aujourd'hui. Parce que, selon ma vision des choses, l'Algérie qui est quand même la porte de l'Europe, la fuite des jeunes Algériens dans cette direction sera la prochaine étape après celle des réfugiés syriens aujourd'hui. Et donc il y a cet élément-là en Espagne, et puis il y a aussi cette ruée de la jeunesse algérienne vers l'Europe très prochainement, qui fait bouger un petit peu cette Europe, qui est en train de réfléchir, qui est en train de voir dans quelle mesure elle va se repositionner par rapport à sa politique vis-à-vis de l'Algérie. Restez avec nous, Hassan Moussi. Nous allons ouvrir le standard pour recevoir quelques appels de nos téléspectateurs. Et puis nous reviendrons à nos invités. Alors avec nous, Ghalib d'Allemagne. Ghalib, je vous en prie. Ghalib. Je voudrais tout simplement remercier vos illustres intervenants au sujet de l'Algérie, de cette Algérie qui aux abords des amis. Vous savez que dans un pays d'aveugles, enfin une borne, dans un pays d'aveugles est une reine. Tant que ce monsieur est à la tête de l'État, rien ne va en Algérie. Il faut, en tant que syndicaliste,
âgé de 84 ans, je ne peux pas encore m'engager dans une lutte. Je me suis engagé en France, en Algérie. Mais quand je vois ces barons en train de détruire ce pays, en train de briser ce peuple, nous sommes devenus un peuple prostitué. Je m'excuse de terme, mais c'est ça, c'est la vérité. Mon cher ami Jamel, je vous remercie de cette émission, de cette noble émission. Merci. Le Magharibia. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Le Haddam, c'est son frère qui était, je crois, médecin, si ma conscience ne me trahit pas. Et puis à votre... Merci, merci, Sir Ghalib. Abdelmalik de France. تفضل سي عبد الملك. الو السلام عليكم، شلون ديريكت لا؟ وعليكم السلام، اهلا بك. شكون جمال؟ نعم تفضل. خويا السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك سي عبد الملك. سمعت انا الشيخ خدام. نعم. المشكله اللي صايره في الجزائر خويا جمال، كاين واحد المثل شعبي تاع ناس بكري يقول لك العمية، استغفر الله العظيم، يقول لك العمية يقول لها واش يخص؟ قالت لها ما يخصني كحل. نعم. Ça c'est un proverbe de chez nous. Donc الناس هذوما اللي حاكمين البلاد خويا جمال، c'est des gens, je voulais dire un truc, c'est des gens qui sont piratés. Ils ont pas, c'est des gens qui étaient déracinés. Ils nous ont trouvé le contexte dans les années 90 باللي كاين الارهاب وكذا وكذا. Donc الناس هذوما راهم قاعدين. Je suis obligé de vous interrompre, il y a beaucoup d'appels et je demanderai aux appelants d'intervenir de façon assez brève. Mustafa Borj Bouharirish. Mustafa Borj Bouharirish. Allô? Allô, tfadal, c'est Mustafa. Est-ce que je suis en direct? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Je voudrais dire, est-ce que je peux vous parler en arabe, s'il te plaît? Oui, oui, je vous en prie. تفضل تفضل. أنا واش حبيت نقول يا أخي، الإنسان يسعى باش تكون البلاد بخير. إن شاء الله. باش تكون الجزائر بخير، ما يسعاش باش يزيد الفتنة ويزيد المشاكل ويزيد كذا ويزيد. هذا سلوي كي ديسكيت من واشنطن، هذا أنور هدام اللي تحدث عن سوا ديزون ما كانش الإرهابي تو سا. حنا عدمت علينا لا ديسيني نوار هذه ولا لا ديسيني روج صاحبي، رانا سلكنا الغالي يا بن عمي. داكوغ، ميرسي ميرسي. محمد تيزي وزو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي محمد. سي جمال. نعم تفضل سي محمد. نعمتك دائما. احنا قلنا بليزيور فوا بلي nous étions conscients en 1962. Ça a été programmé. Tout ce qui s'est passé en Algérie, ça a été programmé par le service secret français et l'état-major et l'armée des frontières. L'armée des frontières était complice avec les Français. Merci, merci, c'est Mohamed Tizi Ouzou, je suis obligé de vous interrompre. Merci à nos téléspectateurs de faire de courtes interventions. Rachid, du Canada. Salam alaikum, c'est Jamel. Wa alaikum salam, Rachid. Tfadal. Bonjour à tous vos invités. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision, enfin pas une précision, ce que je pense de la situation. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, on lui a attribué un rôle pour justement protéger un peu la frontière sud, parce qu'il y a quand même des menaces qui viennent du sud. Vous connaissez le problème du Mali, Boko Haram, Qaïda au Maghreb, etc. Ça, c'est un. Donc, c'est pour ça que l'Algérie a dépensé quelque chose comme 10 milliards de dollars juste en armement. Merci, merci Rachid du Canada. Ghanem من وهران. غانم. الو السلام عليكم سي غانم. لاباس خويا الحمد لله كيفك؟ لاباس غاية الحمد لله. تفضل. شوف الو. وي تفضل سي غانم تفضل. شوف خويا شوف هاد الناس هادو راهم مستعرفين استعرفوا في هذه الايام بحزب الله ياك؟ نعم. ياك هاد الناس تعرفوا بحزب الله ياك؟ نعم تفضل. هاد الناس اللي يحكموا فينا ياك
راه متعرفين حزب الله دايرنا بلي حزب تيروريزم. لا سامحني سي غانم نقطعك التلفزيون يحداك. نور الدين من سكيكدا. نور الدين. Merci à nos téléspectateurs d'éteindre leur télévision, de mettre le son à zéro, le son. سيد جمال باش نوف كلمتين برك. تفضل سي نور الدين. ربي هوليني هو ولا نهضر معك انت معليش. لا هضرك vous êtes en direct. Vous êtes en direct. حبيت نبلغ تحياتي للعميد بن حديد برك. سمعت؟ نعم تفضل. أني سي جمال. وي تفضل. أنا نسمعوا فيك. تفضل سي نور الدين. يعطيك الصحة. هذا مكان. بارك الله فيك. بقى على خير. محمد تيجي وزو. السلام عليكم سي برشنوف. وعليكم السلام سي محمد تفضل. Je serai bref. On parle de cette presse qui parle de l'Occident, mais moi je parlais sur le Figaro. Oui. Il faut insister sur les mots et les titres de journaux. Le Figaro est un journal de droite. Il faut se souvenir aussi de toutes les déclarations de Nicolas Sarkozy. Ça, il y a quelque chose qui me parle. Le Figaro et Nicolas Sarkozy parlent le même langage et c'est ce qu'ils veulent. Merci, c'est très clair. Mounir, on va prendre encore un ou deux appels et nous revenons à nos invités pour conclure. Mounir, من فرنسا. Ça marche. Comme salam wa rahmatullah. تفضل سي Mounir. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est Mounir. Merci. Je vous en prie. Allez-y, Mounir, exprimez-vous, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'aimerais juste dire un mot. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, bien sûr, y compris l'Algérie. J'aimerais au fait inviter tout le monde, juste tout le monde, à lire au fait, aller sur Internet et lire au fait les protocoles des sages de Sion. Voilà. Merci beaucoup. Haj من باتنا. حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي الحاج. سي جمال. لاباس خويا يعيشك يبارك فيك الحمد لله. أنا نشتيك بزاف وهم يسلم عليك هالباتنا. سلم لي عليهم بزاف بارك الله فيك. الله يعيشك. تجيبوا لنا الحرية وربي يحفظك من العين وينصرك. ربي يبارك فيك، ربي يعيشك، ربي يكبر قدرك. تطلعوا في دينكم. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك. تبقى في الأمان، بقى على خير، سلمك. سمية غليزان. تفضلي سمية. عبد القادر دو وهران. عبد القادر وهران، تفضل سي عبد القادر. On l'a perdu. On prend un dernier appel si il est en ligne. Sinon, on revient à nos invités. Il ne reste plus beaucoup de temps. Amar Mbouira, c'est le dernier intervenant et nous revenons à nos invités. تفضل سي عمر. اخويا اسمع، هذول اللي حاكمين البلاد انا ما يدخلوا من الفونتيير، لبسوا الحركه كنت الاوليات طوال الاوليات سواء بنبلا وبوسو، لبسوا الحركه بالحركه حكموا البلاد من اليوم، من هذاك اليوم حتى اليوم ما كاش مجاهد نتاع الصح يحكم البلاد اليوم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Merci de ne plus appeler. Nous allons revenir à nos invités pour le mot de la fin. Je demanderai à Anwar Haddam et Hassan Moussi de clore en moins d'une minute chacun, s'il vous plaît. Anwar Haddam, je vous en prie. Inch'Allah, moins d'une minute. معليش 2 minutes. 2 minutes, ils vont me lyncher à la régie. C'est un sujet très, très important. La situation est très grave. La situation en Algérie est très grave. Il y a deux volets qui expliquent le pourquoi de toute cette presse à dévoiler tous ces dossiers, parce que c'est ça le sujet de votre émission. Le premier volet, c'est le volet économique. Il faut être clair. Ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir en place en Algérie a toujours suivi une politique de bazar. Donc, tous ces contrats dont parlait notre confrère, que je salue aussi, votre invité, ces contrats-là n'étaient pas pour une économie de production, c'était une économie de bazar. Donc, puisqu'il n'y a plus, la manne pétrolière n'existe plus, donc c'est pour ça que
tous nos partenaires économiques, entre guillemets, étrangers, ne voient plus l'intérêt de continuer avec un tel système. Il y a aussi le deuxième volet, le volet sécuritaire. Il y a les faits, il y a la théorie et il y a ce qu'il faut faire, quickly. Les faits, c'est que il y a maintenant ce qu'on appelle Daesh, il est à nos ports. Il est en Libye. Comment il est arrivé, c'est ça toute la question. Et ils ont peur justement que s'il y a une explosion en Algérie, il pourra en venir parce que la frontière libyenne elle est maintenant vers l'Europe, elle est bouclée. Donc, ils pourront passer par l'Algérie pour aller en Europe, etc. Donc, c'est ça, c'est le côté sécurité. Pour moi, ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, c'est qu'effectivement, on a créé cette situation de chaos, comme vous avez parlé ici, pour justifier une intervention étrangère dans la région et sécuriser la partie utile du Sahara au détriment de la souveraineté des peuples de la région. Merci Anwar Haddam. Peut-être que nous reviendrons sur ce sujet brûlant une autre fois, Inch'Allah. Je reviens donc à Hassan Moussi pour le mot de la fin. Voilà. Tout simplement, Jamal, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est regrettable qu'un si grand pays comme l'Algérie, de combien de millions de kilomètres carrés, de 40 millions d'habitants, qui a connu toutes les péripéties dans son histoire ancienne et récente, qui a souffert et qui se retrouvait à un moment donné de sa vie, il pourrait changer son avenir pour faire partie des meilleurs de ce monde. Nous avions tout un très grand terrain, un très beau territoire qui s'y prête pour tout. Nous avons du pétrole. Mais hélas, ceux qui nous ont dirigés jusque-là, depuis 40 ans, depuis 50 ans, nous ont conduit à une situation telle que on se retrouve aujourd'hui dans une trappe, dans un trou, même la trappe Melfouk. Nous appelons la jeunesse algérienne et l'opposition algérienne, s'il y a opposition, à jouer un petit peu l'offensive, à aller dans le bon sens pour un meilleur changement, pour un changement qui profiterait à cette nation-là. Nous nous inquiétons. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Moussi. Merci beaucoup, Anwar Haddam. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu joindre Gilles Devers. Pour reprendre donc ce mot de la fin d'Hassan Moussi, oui, il est regrettable, vraiment regrettable, qu'un si grand pays, si riche, si beau, si vaste, le plus grand pays d'Afrique, si riche par sa jeunesse. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que la grande majorité des Algériens a moins de 40 ans. Qu'un pays qui vient de dilapider 800 milliards de dollars en 15 ans. Imaginez un pays comme le nôtre, aussi beau, si grand, si riche, qui dispose de 800 milliards de dollars en 15 ans. Il y a de quoi construire un pays... de partir à zéro pour construire un pays, une université, une agriculture, une industrie, un pays où le régime s'est entouré de cercles périphériques pour se ménager des alliés naturels qui profitent, qui trouvent leur compte avec ce régime, au point où ils vous disent « Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Vous voulez nous faire comme la Syrie ou quoi ?» Parce qu'ils trouvent leur compte, malheureusement, ils ne pensent pas que demain, ce sont leurs enfants qui vont se retrouver dans une situation ô combien tragique, parce que ceux qui les mènent au mur ont déjà leur vie ailleurs. Leurs enfants sont déjà ailleurs, leur famille, leur résidence, leur fortune. C'est dommage qu'un si grand pays, qu'un si beau pays, on soit arrivé là. Mais personnellement, je ne désespère pas des Algériens. Je sais qu'ils se relèveront et je sais qu'ils se reprendront. Et je sais surtout qu'ils reprendront leurs droits sur leur pays. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Qawala khair, bismillah.